Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Mis, député de la Loire à l'Assemblée nationale et spécialiste des applications digitales liées à la gestion de la Covid-19. Alors c'est justement de cela dont il s'agit de débattre après qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux Français le 24 novembre pour fixer le cap à suivre dans la crise sanitaire. Il a présenté son plan de déconfinement progressif qui devrait durer jusqu'à fin janvier. Parmi les annonces les plus importantes, on retient l'ouverture des commerces le 1er décembre, la continuation des aides aux entreprises jusqu'au 20 janvier et le couvre-feu pour le 15 décembre. Alors je vous propose de regarder un extrait de son intervention. Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Et donc, c'est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir. Et le couvre-feu pourra être décalé. Jean-Michel Mis, que pensez-vous de ces mesures point par point ? Je pense que les Français attendaient beaucoup de cette intervention du président de la République. On a vu d'ailleurs les scores d'audience de 29 millions de téléspectateurs. Donc clairement, il y avait une attente. On le savait, elle est confirmée hier soir. Je pense que nos concitoyens voulaient de la clarté. Le président de la République était un peu attendu, un peu dans cette intervention là-dessus. Avoir un discours clair. Il a fait 30 minutes, il peut faire plus long, mais c'était quand même une intervention assez précise, rigoureuse. La volonté de faire un déconfinement en palier et en expliquant évidemment les 3 étapes qui paraissent utiles aujourd'hui dans la situation où nous nous trouvons pour aller progressivement vers plus de liberté et plus de mouvement pour pouvoir passer ces fêtes de fin d'année en famille dans les meilleures conditions possibles. Donc je crois que sur le pari est gagné. A priori, les Français ont reçu ce message, l'ont entendu. Ils ont manifesté, je crois, notamment les commerçants bien évidemment, puisqu'ils étaient en première ligne et dès ce week-end, ils pourront exercer leur métier. Ils ne demandent pas à être assistés, même si on a prévu des aides, ils demandent à travailler. Et je crois que c'était important de redonner un peu de confiance, redonner un peu d'espérance, le faire avec modération, parce que bien évidemment, nous sommes très loin d'être sortis de cette crise, mais on avait besoin de perspectives et de clarté. Justement, pour les petits commerces, ça va être tenable, ces nouvelles mesures. Un client pour 8 mètres carrés au lieu de 4 auparavant. Bon, en échange, ils ont le droit d'ouvrir jusqu'à 21h et le dimanche. Mais est-ce que vous pensez que ces nouvelles mesures sanitaires très strictes vont être tenables pour eux ? Alors, il est clair que ça ne résoudra pas toutes les difficultés. Je pense quand même que l'attente fera que les clients seront des clients et que même s'il y a moins de monde dans les magasins, il y aura peut-être plus d'achats. Et donc je pense que de ce point de vue-là, ce sera peut-être plus positif pour eux que simplement des gens qui viennent voir, qui s'informent, qui regardent, qui repartent. Donc je pense que l'un peut compenser l'autre, mais évidemment c'est une mesure qui a vocation à leur permettre de réouvrir. Je ne considère pas qu'elle soit parfaite. On est très loin évidemment d'une situation normale, mais je pense que c'était important de pouvoir reprendre pied dans une activité normale. Alors, Macron laisse faire Noël. Est-ce qu'à votre avis, c'est une décision politique ou est-ce qu'il peut en reparler dans 15 jours ? Non, je pense qu'il était assez clair là-dessus. On aura des points d'étape tous les 15 jours, un conseil de défense au rythme où on l'a aujourd'hui. On en aura un le 3 décembre. Donc l'idée est vraiment de suivre un peu au long cours cette crise et avec une méthode qui peut paraître choquante, qui peut interpeller, qui est une méthode assez empirique. Mais je ne pense pas que ce soit un gros mot. Je crois que c'est simplement notre nécessité de se caler sur l'évolution de la pandémie. Et il n'y a pas tellement d'autres manières de faire que de faire des points d'étape tous les 15 jours, de permettre de nouvelles avancées comme c'est le cas. Et malheureusement, si on devait avoir une nouvelle poussée de pandémie, avoir de nouvelles mesures à affiner au cas par cas. Et le rythme de 15 jours me paraît assez raisonnable. Alors est-ce qu'on sait à Noël si on aura le droit de prendre les transports, d'aller en avion, en train, à l'étranger, partout en France pour retrouver sa famille ? Ça
Il n'a pas été très clair vis-à-vis de ça? Non, parce qu'on n'est pas tout seul. On doit également prendre ces décisions au niveau européen, notamment pour les transports, ça paraît évident. Les transports intérieurs, oui, mais les transports à l'international sont conditionnés par les règles sanitaires des autres pays, et tous les autres pays ne sont pas dans une situation comparable. Des pays sont beaucoup plus en difficulté que nous. Un certain nombre de pays qui pensaient avoir contenu la pandémie sont aujourd'hui frappés de la même manière que nous le sommes. Et donc les pays font comme nous, finalement. Ils recalent leurs décisions en fonction des contraintes et de l'évolution qu'ils constatent. Alors, ils ont donné un conseil, pas plus de 6 à table pour le réveillon, pour les réveillons de la Saint-Sylvestre. C'est un conseil. Évidemment, on imagine qu'on ne va pas mettre un policier devant chaque porte de tous les citoyens. C'est un conseil qu'on donne aux Français? Je pense qu'on a tous notre part de responsabilité. C'est malheureusement un confinement qui doit se vivre avec une forme d'altruisme et de solidarité collective. Et chacun est responsable, chacun doit juger en bon sens. Je dirais plutôt en bon père de famille qu'en bon sens, parce que le bon sens peut nous égarer. Mais quand on prend soin de ses proches, on peut comprendre que, évidemment, les grandes tablées, les grands repas de famille sont à proscrire. Ça n'empêche pas de se retrouver, mais il faut le faire sur des formats qui soient finalement compatibles en fonction, évidemment, et là aussi, il y a une forme d'injustice en fonction des lieux dans lesquels on va le faire. Ça dépend évidemment des appartements de chacun, de là où on va se retrouver. Mais je pense que raisonnablement, il faut cette fois-ci circonscrire la famille à peut-être dans une dimension effectivement un peu plus restreinte, un peu moins élargie, inviter moins largement. Mais c'est une année un peu de transition de ce point de vue-là. Mais ça permet quand même de faire des fêtes malgré tout en famille et de respecter l'esprit de Noël qui, cette année, se marie un peu avec l'esprit du confinement, quoi. Alors, une décision un petit peu triste, c'est que les stations de ski ne vont pas réouvrir. Donc, on s'assoit sur 30 milliards de chiffre d'affaires, plus de 120 000 emplois. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de laisser les stations de ski fermées alors que nos voisins en Suisse et en Autriche vont les ouvrir? Oui, mais je pense que nous, on est responsables pour nous-mêmes. Nos voisins assumeront les responsabilités qu'ils ont décidé de prendre. Je pense qu'effectivement, ces 30 milliards de chiffre d'affaires, nous sommes aujourd'hui, et nous aurons terminé l'année à plus de 250 milliards d'aides. Donc je pense que la question n'est pas tellement le volet financier. La question évidemment est d'accompagner les stations de ski, d'accompagner les travailleurs saisonniers pour qu'ils puissent évidemment être éligibles à des plans d'accompagnement spécifiques. Mais je pense qu'il ne serait pas objectivement raisonnable aujourd'hui, alors qu'on demande aux gens de faire des efforts, d'aller s'entasser sur des pistes de ski. Et puis d'abord, il n'y a pas de neige. Donc pour l'instant, la question ne se pose pas encore. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir de manière sereine. On a évoqué tout à l'heure l'idée de faire des points d'étape tous les 15 jours. Je pense qu'il n'est pas encore totalement illusoire de penser qu'on puisse réouvrir les stations de ski. L'idée de faire un point d'étape autour du 10 décembre, le président l'avait rappelé. Je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps, mais je pense que vraiment la priorité, si on ne veut pas avoir de troisième vague, c'est vraiment de ne pas avoir une avalanche de Covid en janvier. C'est peut-être de fermer les stations de ski. Alors justement, on parlait de la troisième vague. Les États-Unis sont en plein dedans. Comment, aujourd'hui, pourrait-on éviter cette troisième vague? Justement, on va ouvrir un petit peu avec la Saint-Sylvestre, les fêtes de la Saint-Sylvestre. À votre avis, vous vous êtes occupé des applications digitales, Stop Covid notamment. Comment, aujourd'hui, sans embêter les gens dans la limite de leur liberté, comment éviter cette troisième vague? Je crois qu'on est obligé de faire un équilibre entre la liberté individuelle et puis évidemment les contraintes que la puissance publique doit mettre en place pour contenir. La limite, c'est le Parlement qui doit la définir. Vous avez noté hier que le président de la République n'a pas souhaité trancher lui-même cet enjeu. Il a un peu demandé au Parlement de se saisir de cette question, comme on l'avait fait d'ailleurs avec l'application Stop Covid au mois de mars. C'est le Parlement qui, par le biais de la Constitution, a pu débattre de ce sujet-là. Un débat sans vote à l'époque, ce qui nous a été un peu reproché. Effectivement, il faut peut-être que ce débat puisse se manifester par un vote du Parlement, mais je pense que c'est le bon lieu, le bon endroit, parce que c'est là que l'ensemble du territoire est représenté, chaque député représentant quelque part une parcelle du territoire, avec une légitimité différente, une vision politique, une vision des territoires différentes. On le parlait pour les stations de ski. Moi, je ne suis pas député d'un département dans lequel il y a effectivement énormément de domaines skiables, il y en a quelques-uns. J'ai des collègues qui sont plus ancrés dans ces réalités, et on doit pouvoir en débattre sereinement. Et je pense que c'est le bon lieu pour le faire, parce que dès lors qu'on doit prendre une mesure privative de liberté, le Parlement doit être le lieu où on doit en débattre. Et donc c'est à nous de porter ce débat à partir du 15 décembre, puisque le calendrier est un peu fait ainsi. Et je pense que c'est un très beau sujet pour le Parlement. Alors, très beau sujet pour le Parlement. On parle de l'isolement, par exemple. Qu'est-ce que vous proposeriez pour l'isolement ?
Isoler les personnes, oui, mais comment? Oui, je pense qu'on doit le faire. On le fait déjà. Les gens, on leur demande de manière responsable de rester chez eux, de s'isoler. Je pense que ce premier critère... S'il n'y a pas de sanction sur les... Alors, ce premier critère de faire... Moi, je pense qu'il faut d'abord faire appel au bon sens et à la responsabilité individuelle. On n'a jamais perdu d'avance sur ces sujets-là. Je pense quand même que, contrairement à la première vague, où finalement on connaissait assez mal, on connaissait assez peu de personnes qui étaient victimes de la Covid, sur la deuxième vague, d'une manière ou d'une autre, on a un proche, on a quelqu'un qu'on connaît, qui aujourd'hui a eu la maladie et parfois malheureusement n'a pas survécu. Donc je pense que cette responsabilisation, elle est plus grande que lors de la première vague, et je pense que chacun comprend bien qu'une part de la solution est vraiment dans la manière et dans les comportements qu'on aura adoptés. Donc je pense que ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, effectivement, ça fait partie des enjeux qui seront devant le Parlement. Qu'est-ce qu'on accepte collectivement comme mesure de contrainte? Qu'est-ce que vous pensez de la mesure singapourienne, de la surveillance par téléphone à la maison? Alors, on a la mesure Singapour, on a la mesure Corée du Sud, qui sont des mesures qui correspondent aussi à des modes de pensée, à des modèles culturels qui ne sont pas forcément les nôtres. On a vu d'ailleurs que le modèle coréen, malgré tout, n'avait pas été si performant que ça, puisqu'ils ont eu également une deuxième vague, alors qu'ils ne s'y attendaient pas forcément. Le modèle coréen qui... Voilà. Alors, justement, donc, le modèle coréen, c'est vraiment un modèle de confinement avec une traçabilité sur téléphone. C'est-à-dire que l'application qu'on a aujourd'hui, Tous Anti-Covid, serait une manière de vous géolocaliser à votre domicile, dans lequel on vous demanderait de rester pendant une durée de 7 jours pour respecter la quarantaine. Et évidemment, les petits malins, même en Corée, ont pensé qu'on pouvait laisser son téléphone chez soi et puis continuer à sortir allègrement. Non, ils y ont pensé également. Et donc, l'idée, c'est que à chaque fois que votre téléphone ne borne pas, comme on dit, qu'il ne bouge pas de votre domicile, on vous appelle. Et évidemment, la sanction est une action financière qui peut se monter en plusieurs milliers d'euros. Et je pense que c'est une action qui n'est pas une action coercitive au sens où on ne vous enferme pas dans un lieu collectif. C'est une sanction c'est une peine d'une certaine manière qui est exécutée à son domicile, mais qui est soumise à une sanction financière. Ça, ce sera envisageable en France? Alors, je ne sais pas si nos concitoyens, qui aujourd'hui éprouvent beaucoup de difficultés et ont beaucoup de réticences déjà, non seulement à respecter le confinement, on l'a bien vu avec les autorisations de sortie, où il y a eu quand même quelques relâchements, où les gens les signaient, en signaient deux. On est dans une logique du système D, on est impliqué un peu latin aussi, et les gens partaient avec plusieurs attestations, avec des horaires différents. On n'a pas voulu être beaucoup plus coercitif, parce que pour l'instant, on regarde un peu d'un point de vue sanitaire, la courbe a quand même décru assez rapidement, ce qui est un bon signe. Donc, est-ce qu'il est nécessaire vraiment de renforcer et de prendre des mesures beaucoup plus dures alors que les résultats sont aujourd'hui relativement positifs? Peut-être qu'il faut juger vraiment en opportunité. Je suis vraiment pas certain que nos concitoyens y soient prêts. Je voudrais pas que de ce point de vue-là, on ait au contraire une forme de rejet et une forme vraiment de colère qui se manifeste. On doit faire attention. Je pense que les gens en ont marre, hein, il faut le dire comme ça. Ça fait quand même 6 mois que ça dure. Et je pense que si on leur impose des contraintes trop lourdes, on sort d'un débat très dur là, sur la loi sécurité, sur la police de sécurité intérieure. Je pense que beaucoup de fantasmes naissent aussi de cette volonté d'encadrer et de réguler. Les gens ne perçoivent pas forcément de quelle manière cela se fait. Ils voient simplement qu'on les prive de liberté. Quoi. Ils ont l'impression qu'on les prive de liberté, qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on les infantilise effectivement. Et donc ça, c'est un vrai enjeu qu'on doit prendre en compte. Mais est-ce qu'on ne ballotte pas toujours le choix entre le coût sanitaire et le coût économique, et finalement on n'arrive jamais à prendre parti sur l'un des deux, parce qu'aujourd'hui on a visiblement choisi le coût sanitaire au dépend du coût économique, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Comment va se résoudre cette équation? Est-ce qu'elle est résolvable? Le président de la République avait utilisé cette formule, quoi qu'il en coûte. Il l'a rappelé hier d'ailleurs, effectivement, quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, on est sur des sommes qui sont extrêmement importantes, qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros. 500 milliards, on sera probablement à la fin de la crise, si on espère effectivement qu'elle ne va pas trop au-delà de son début historique, c'est-à-dire le mois de mars. Si elle dure une année, ce sera à peu près le coût économique de la crise. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a une vraie responsabilité collective à avoir. On ne peut pas annoncer n'importe quoi, demander d'aller encore au-delà. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant et qu'on soit attentif à respecter ce confinement, parce qu'à un moment, le système ne va pas
ne va pas tenir d'un point de vue économique. Ou alors, ça voudrait dire que dans une espèce de lâcheté collective, on transfère le coût de la dette aux générations futures. Et les générations futures sont déjà celles qui, aujourd'hui, sont d'une certaine manière les plus jeunes qui rentrent dans la vie active, sont les plus impactées par la pandémie. Alors, vous parlez des jeunes. Aujourd'hui, les associations caritatives ont compté 1 million de pauvres supplémentaires, parmi eux surtout des jeunes. On va perdre à peu près 800 000 emplois à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Puisque 1 million qui vont s'ajouter aux 9 millions, on va avoir 10 millions de pauvres en France. Comment on va faire? C'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 700 000 étudiants qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Contrairement à ce qu'on pensait, les chiffres de chômage là, qui viennent d'être annoncés sont plutôt bons compte tenu du contexte, puisqu'on a une décrue de 1,6%, même si sur l'année complète, on a une augmentation effectivement de 10%. Donc ce n'est pas une catastrophe de ce point de vue-là, mais pourquoi? C'est parce qu'on a effectivement pris des mesures qui n'ont jamais été prises dans l'histoire en termes d'accompagnement social et en termes de chômage partiel. Mais on voit bien que lorsqu'on va redevenir à un modèle normal, j'espère au début de l'année 2021, dès lors que ces aides vont un peu diminuer, on risque d'avoir à faire face effectivement à une envolée du nombre de licenciements. Parce que ce n'est pas 100 € plus pour le RSA ça ne va pas sauver non, les gens. 150 €, c'est une aide qui, bon, évidemment, est appréciable compte tenu du montant du RSA, mais il faut être honnête, on ne prétend pas avec ça que les gens puissent vivre dignement, et clairement, il y a de nouveaux arrivants. Il y a aussi beaucoup de gens qui trouvent, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi un aspect psychologique qui est très fort. On a beaucoup de personnes qui vivent très mal la période qu'on a d'un point de vue sanitaire, l'isolement, le fait de ne plus avoir une vie sociale normale, de ne pas pouvoir se projeter, c'est notamment vrai chez les étudiants. Et à votre avis, d'ailleurs, vous qui avez fait ces applications Stop Covid, ces applications pour l'ARS, etc., à votre avis, est-ce qu'on aurait pu éviter ce confinement aussi strict pour faire éventuellement, comme en Espagne, un couvre-feu dans certaines villes un peu plus léger et laisser les commerces ouverts, etc., que ce ne soit pas aussi strict est-ce qu'on aurait pu le faire? On aurait certainement pu le faire, mais le problème, c'est que c'est toujours assez facile de faire les constats après coup. Lorsqu'on a à prendre des décisions, on essaie de prendre des décisions en responsabilité et également qui concernent en fonction de la manière dont nous, en tant que Français, on est prêt à accepter les contraintes qu'on peut nous donner. On l'a vu sur la première application Stop Covid, qu'elle avait été quand même relativement rejetée par nos concitoyens, parce qu'ils s'attendaient à trouver aussi sur cette application ce qu'ils ont l'habitude d'avoir quand ils téléchargent quelque chose sur leur téléphone, quelque chose de beaucoup plus proactif, qui leur donne de l'information, qui soit plus localisé, avec des éléments qui les concernent plus personnellement. Et en fait, c'était simplement un beeper, d'une certaine manière, qui vous indiquait que vous aviez été en contact, mais dès lors que vous n'aviez pas été en contact, évidemment, il ne se passait rien. Donc il y a eu une espèce de... C'est un peu contre-intuitif, on ne télécharge pas une application pour qu'il ne se passe rien. Et donc le tir a été corrigé dans la deuxième application. C'est pour ça qu'elle est téléchargée aujourd'hui par pratiquement 10 millions de Français. C'est encore insuffisant, il faudrait qu'on soit à 15 pour qu'elle soit réellement efficace. On s'en approche et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a des informations dessus qui vous sont données tous les jours, les gens retrouvent un peu plus d'intérêt à le faire et je pense qu'on pourrait l'utiliser dans la phase qui s'ouvre. Mais est-ce que ce n'est pas le vaccin la fin du calvaire? Alors la phase qui s'ouvre, c'est justement la possibilité de pouvoir identifier et d'isoler les gens, et la dernière phase, évidemment, mais on ne l'avait pas, c'est aussi d'avoir des tests qui soient non seulement des tests qui soient efficaces, c'est évident, mais aujourd'hui, il fallait 48 heures à peu près, voire 3 jours pour avoir un test. Dans une maladie qui évolue en 5-6 jours, on voit bien que si on teste tout le monde à un jour T, on n'est pas certain d'avoir l'ensemble des cas, puisque en 3 jours, la maladie évolue beaucoup. Donc l'idée qu'on puisse avoir des tests aujourd'hui, PCR, en moins de 24 heures, ou les nouveaux tests qui vont arriver en moins d'un quart d'heure, je pense que de ce point de vue-là, on aura vraiment une capacité à tester rapidement, à isoler beaucoup plus rapidement. Et la vaccination est évidemment l'arme qui nous permettra de pouvoir sortir de ce confinement. Avec quoi, la difficulté, comme les tests antigéniques, ça va de s'en procurer? Parce que là, on parle des tests antigéniques, mais non. Dans toutes les pharmacies, là, c'est introuvable. Non, c'est normal, parce que les tests antigéniques, ils n'ont pas vocation à être distribués comme ça. On devait les trouver partout dans les pharmacies. C'est pas le test du lendemain, parce qu'il faut qu'il soit fait dans un cadre quand même médical. Il faut qu'il soit fait avec une traçabilité et un isolement qui soit efficace. Parce que si vous faites votre test et que vous n'en faites rien, ça
peu d'intérêt. Donc il faut quand même que ce soit fait par du personnel médical qui soit habilité à le faire. Le président a lancé effectivement cette idée d'avoir de nouveaux bénévoles sanitaires pour justement accompagner un testage massif. Et pour faire ce test de manière massive, il faut que ce soit organisé. On ne peut pas faire ça de manière comme ça empirique. Chacun, là où il aura des tests. En plus, il faut que ces tests soient évidemment labellisés, qu'ils soient agréés et qu'on puisse s'assurer de leur pertinence. L'idée, ce n'est pas de tester pour se faire plaisir. Il faut vraiment qu'on s'assure de l'efficacité de ces tests. Pareil pour les vaccins. On a annoncé d'ici décembre, janvier, les premiers vaccins. Il va falloir qu'on détermine quels sont les publics cibles pour pouvoir les adresser à ceux qui en ont le plus besoin. Clairement, les personnes âgées, notamment ceux qui sont en résidence ou isolés à domicile, première étape. Et puis les personnes, évidemment, qui peuvent avoir des facteurs de comorbidité qui nécessitent de les accompagner. Mais je pense que ça doit se faire de manière régulée, avec un peu de sang-froid. L'idée d'aller à la pharmacie, de faire des files d'attente alors que vous ne savez même pas si vous avez été ou pas cas contact, c'est un peu excessif. Ça engorgera d'ailleurs les professionnels de santé. On imagine bien le nombre d'heures d'attente qu'il faudrait pour pouvoir faire ces tests si on ne privilégie pas un certain nombre de publics pour pouvoir les faire de manière raisonnable. Je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Merci Jean-Michel Miss d'avoir été avec nous. Et puis je crois que vous avez encore du pain sur la planche alors. Oui, la vie parlementaire ne s'arrête jamais en fait. C'est ce qui fait son charme, mais parfois un peu sa lourdeur. Oui. Merci beaucoup. Merci.